Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Il a pour nom Luc Marie-Constant Yankadja, ancien ministre de l'Environnement au Bénin et ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous le recevons aujourd'hui pour parler des changements climatiques et l'Afrique. Voilà. Bonjour, monsieur Luc Yankadja. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur SICA. Plaisir partagé. Alors, nous allons donc débattre de ce sujet-là, l'Afrique et les changements climatiques. Il semble avoir un paradoxe, c'est-à-dire l'Afrique qu'on sait moins pollueuse, mais plus victime. Comment comprendre ce paradoxe-là? Parce que l'Afrique est vulnérable de par son agriculture. L'Afrique est vulnérable de par la nature de ses économies, si je puis dire, de ses écosystèmes. Quand on regarde bien, on constate que, en effet, vous avez raison, l'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Et en cela, elle devrait être prioritaire en tout. Et c'est ce que les tests disent, à savoir que l'action climat qui a deux pistes, à savoir l'adaptation, pour s'adapter et être résilient aux chocs déjà existants, et l'atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans les deux axes en question, l'Afrique a comme priorité de s'adapter. Mais l'Afrique a aussi comme potentiel de pouvoir, je dirais, dans son développement d'aujourd'hui et à venir, avoir un développement à basse émission de carbone. Et c'est en cela que l'Afrique a aussi le potentiel de séquestrer pour des tiers du carbone émis, et donc de faire des transactions en termes de carbone. Mais l'Afrique n'en tire pas avantage. Et la conséquence est qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a mobilisé que 1% des financements qui proviennent du marché carbone. Et seulement 3% des projets qu'on dit de mécanismes de développement propres ont été réalisés en Afrique. Et d'une manière générale, même pour s'adapter, à savoir, pour faire en sorte que sa vulnérabilité soit réduite, l'Afrique ne reçoit qu'un 20e du financement qu'il lui faudrait. Ça, c'est un problème. Mais c'est-à-dire, on aimerait bien savoir par quel mécanisme est-ce que l'Afrique subit autant les changements climatiques. Quand vous constatez, par exemple, que notre agriculture est à 97% pluviométrique, c'est-à-dire qu'elle dépend des pluies, et que nous avons très peu d'irrigation. Donc, et comme changement climatique signifie variabilité, entre autres, des précipitations, par exemple, vous verrez, je vous ai montré ce schéma où à Banté, entre 2006 et aujourd'hui, on a vu la baisse, la variation de la pluviométrie, et qui est corrélée par la baisse de la du rendement en maïs, qui est passé de 1600 kg à l'hectare à 900 kg à l'hectare. Alors, et justement, il faut s'adapter, et surtout du côté de l'agriculture, il faut penser à la sécurité alimentaire. D'ailleurs, l'Afrique fait face de plus en plus, donc en dehors des guerres. Nous savons que les guerres sont à la base de l'insécurité alimentaire, beaucoup plus avec les déplacements. Mais nous savons également que les changements climatiques en sont pour beaucoup, parce que justement, il n'y a plus assez de production des produits vivriers, on en meurt. C'est une raison de plus de penser à l'adaptation. Oui, c'était vrai, c'est exact, c'est vrai. C'est vrai que l'un des impacts des changements climatiques sur notre agriculture, c'est la baisse de sa productivité. C'est la dégradation des sols ou des terres d'une manière générale. C'est aussi les changements de cycle qui font que les écosystèmes dysfonctionnent et qui amènent les populations dans davantage d'appauvrissement. Mais quand on a parlé de ces problèmes-là, moi j'aime parler des solutions. Les solutions, on les connaît. Il faut non seulement, tant que faire se peut, passer à une irrigation qui soit économe en eau. Il faut passer à une agriculture, tant que faire se peut, biologique, avec moins d'utilisation d'intrants, où il faut passer aussi à des mécanismes qui permettent aux populations d'avoir accès au marché, de réduire les pertes post-récolte. Par exemple, en Afrique,
un tiers des récoltes, un tiers est perdu entre le champ et le marché. Il faut imaginer ce qu'on peut faire avec ce tiers-là, tant en revenus pour le paysan qu'en contribution à la sécurité alimentaire et ainsi de suite. Mais aussi en termes de contribution aux émissions de gaz à effet de serre, parce que quand le tiers est perdu sur le champ, eh bien, son pourrissement contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Donc la décentralisation de la finance climat est un impératif pour tous, un impératif pour les institutions multilatérales qui y travaillent, mais un impératif pour les États et un impératif aussi pour les communautés. Et justement, le problème se pose un peu au niveau des États, c'est-à-dire de nos décideurs. Lors de l'accord de Paris, par exemple, les pays africains ont pris des engagements. Comment est-ce que cela s'opère? Bon, aucun pays ne va faire son budget national uniquement pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. On ne demande à aucun pays de faire ça. On demande simplement à ce que chaque pays traduise dans ses plans de développement la contribution qu'il a présentée aux Nations Unies comme contribution dans l'action climat ou pour l'action climat. Et en Afrique, la priorité, comme je l'ai dit, c'est l'adaptation. Mais l'Afrique peut tirer amplement avantage des mécanismes de transfert ou des mécanismes d'échange de crédits carbone. Pourquoi? Parce que l'Afrique peut mobiliser ou offrir ce type d'échange-là pour son agriculture. L'Afrique peut aussi le faire pour l'énergie. L'Afrique, regardez le gap que nous avons en per capita en termes d'énergie. Quand vous prenez, voilà. Alors si vous prenez un pays comme le Bénin qui doit rattraper le retard énergétique, eh bien, chaque investissement fait sur des énergies propres et renouvelables, c'est autant d'offres en crédit carbone que le Bénin peut mobiliser. Mais si le Bénin fait l'investissement en énergie, mais ne le fait pas en énergie renouvelable ou le fait en énergie renouvelable, mais ne fait pas le nécessaire pour aller mobiliser le crédit équivalent, le Bénin aura perdu. Donc, le propre, ce n'est pas le propre, mais j'ai lâché le mot, je le maintiens alors. L'Afrique, c'est souvent plein de manque de capacité. Moi, je voudrais que l'Afrique maintenant dépasse le manque de capacité. Il y a des pays qui, en 92, quand la Convention sur le climat a été signée à Rio, n'avaient pas de capacité et qui sont progressivement montés en puissance, en capacité. Donc, que le manque de capacité ne soit plus une excuse, mais au contraire, que les dispositions nécessaires soient prises pour que l'Afrique se dote des capacités nécessaires. Au besoin de les mutualiser. Prenez par exemple la CEDEAO ou l'UEMOA. Ce sont des communautés économiques où les pays membres ont des convergences de politique environnementale, économique et fiscale, et j'en passe. Donc c'est autant de creuser où ces pays pourraient mutualiser leurs ressources, y compris pour créer des mécanismes de transactions ou d'échange de crédits carbone. Alors, si vous voyez ces pays-là ensemble, ils seront plus forts, ils seront plus attractifs et ils pourront donc améliorer leur accès au carbone. Le forum à Cotonou a été intéressant. On a vu des pays parce qu'il y a du progrès, on a vu des pays comme l'Ouganda, comme le Kenya ou même le Sénégal faire des progrès. Il y a des progrès quand même. Alors, il nous faut en tirer de la graine, il faut prendre la graine et partager ces expériences-là. C'est heureux que le Bénin ait accueilli le forum. Je souhaite que ces échanges qui ont eu lieu et qui montrent aussi que le secteur privé doit monter en puissance. Donc, il faut que le secteur privé ne reste pas sur le quai, comme pour dire on ne peut pas. C'est leur affaire. Non. Il faut un réel partenariat public-privé pour booster les choses. Et moi, j'aimerais rebondir sur les énergies renouvelables. C'est quand même dommage. J'aimerais bien comprendre comment l'Afrique, qui est dotée de ressources naturelles, je veux citer simplement le soleil, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à prendre le leadership de l'énergie solaire? Qu'est-ce qui bloque? Il y a la lourdeur des habitudes acquises. Il y a le fait de refaire les mêmes choses. Il y a la tradition. Il y a aussi les lobbies. Il y a aussi les subventions cachées sur les industries, les énergies traditionnelles. Si vous regardez combien
de façon insidieuse, on subventionne les énergies fossiles, vous serez surprise. Donc, il faut dégager tout cela. Il faut maintenant apprendre à mobiliser ces énergies qui sont, ma foi, disponibles à foison. On parle de l'énergie solaire, de l'éolien, on parle du géothermique. L'Afrique a un énorme potentiel. Mais parlons de ce qui marche. Le Maroc est un bon exemple, le Sénégal, bientôt le Bénin, j'espère, pour les annonces que j'ai entendues. Et j'en suis fan parce que je souhaite que ça se passe. Oui, vous savez, sur les 10 dernières années, le prix du kilowattheure solaire a été divisé par 10. Donc, avant, on le voyait comme un investissement pour fanatiques de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un investissement rentable. Les investissements en solaire qui ont été faits il y a 20 ans et qu'on croyait, je dirais, à rentabiliser sur 20 ans et qu'au bout de 20 ans, ce ne serait plus efficace, 20 ans après, la productivité n'a baissé que de 3%. Donc les panneaux sont encore là et sont aussi efficaces, à peine ayant perdu à peine 3% d'efficacité. Imaginez, et donc les calculs ont fait encore que ces panneaux-là, on fait et dit que ces panneaux-là peuvent encore fonctionner pendant 20 autres années. C'est pour vous dire, nous avons du potentiel. Il faut démystifier la chose. Il faut la démystifier. Il ne faut pas avoir de honte à faire venir ceux qui ont réussi dans ce domaine-là, à les écouter, à en prendre la graine et à se mobiliser, à mutualiser les efforts. C'est vrai que la première, l'accès premier, ça demande de l'énergie, de l'apprentissage, ça demande du temps. Mais après cela, le reste peut suivre. Donc, si 2, 3, 4 entreprises béninoises qui veulent aller dans cette aventure-là se mettent ensemble, si la Chambre de commerce ou le Conseil du patronat ou les deux peuvent se mettre ensemble pour précisément faciliter l'accès à l'information sur ce qu'on doit faire, à l'accès sur le renforcement de capacité, et il y a tant de guichets qui offrent le renforcement de capacité. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut plus que l'Afrique, dans 3, 4, 5 ans, puisse dire on a un problème de capacité et qu'on a un problème d'accès. Qu'on dépasse ce cap-là. Il faut qu'on puisse s'interdire de pouvoir le dire dans 2, 3 ans. Alors, Monsieur Luc-Marie Constant Yankadia, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, nous étions donc sur votre page invitée sur SICA. On a parlé de l'Afrique et des changements climatiques. Ravi d'avoir été avec vous. Merci.